Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition des questions économiques. La chaire UNESCO, partenariat stratégique et institutionnel pour l'accès des jeunes et des femmes au TIC en Afrique centrale, a désormais une représentation dans la sous-région et le siège c'est ici à Yaoundé, au Cameroun. L'Institut africain d'informatique est l'établissement hôte de cette chaire et Armand-Claude Abanda, par ailleurs représentant résident de l'IAI Cameroun, en est le titulaire. Grâce à cette université, l'Afrique centrale avance d'un pas vers l'économie numérique. Mais comment cette chaire va-t-elle fonctionner? Quel pourrait être son impact pour la croissance de l'Afrique? Et de manière plus large, comment l'économie numérique pourrait être un atout pour le développement de l'Afrique centrale? Question à Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Bonsoir, monsieur le représentant. Bonsoir, Lucrèce. Vous êtes donc le titulaire de cette chaire de l'UNESCO. Parlez-nous de cette université, parlez-nous de ses déclinaisons et de ses spécificités. Alors, il faut d'abord dire que une chaire est mise en place au sein d'une institution universitaire pour mettre en place un ensemble de possibilités académiques qui permettent de trouver une solution à un problème donné de la société. Donc il faut que la thématique choisie ait un impact sur la société, sur la vie des populations. Et pour le cas de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, la direction générale de l'UNESCO a voulu impacter l'environnement économique par la consolidation de ce qui peut être considéré comme moteur d'élévation de notre environnement socio-économique par le capital humain. C'est pour ça qu'on parle de partenariat stratégique et institutionnel pour l'accès des jeunes et des femmes au TIC en Afrique centrale. Exactement. Et donc, l'objectif est d'établir un partenariat institutionnel et stratégique entre les universités et institutions de formation professionnelle ou universitaire d'Afrique centrale et même d'ailleurs. Et l'aboutissement de tout cela est de faire en sorte que les jeunes et les femmes, qui sont les cibles de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, puissent être autonomes à travers les TIC. Il ne s'agit pas seulement de former les jeunes et les femmes à la maîtrise des TIC, mais il s'agit de faire en sorte qu'ils sachent utiliser les TIC dans chacun de leurs métiers. Cela veut dire que notre mission est de faire en sorte que les TIC aient un impact sur chaque métier. Que ce soit les médecins, les agriculteurs, les éleveurs, même les taximens, tout ce qu'il y a comme métier, que chacun puisse avoir la possibilité d'être autonome, donc de pouvoir gagner sa vie par les TIC. Et cela suppose donc que chaque activité d'un jeune ou d'une femme après sa formation devrait lui permettre de se prendre en charge et surtout de faire en sorte que cette prise en charge profite à l'environnement socio-économique. Par exemple, lorsque vous allez additionner les différents éléments qui découlent de ces créations de richesses individuelles ou créations de valeur, que cela puisse impacter la société d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle l'UNESCO nous a donné la charge de voir dans quelle mesure mettre des dispositifs pédagogiques, technologiques, pour faire en sorte que les jeunes et les femmes, qu'ils soient de catégorie supérieure ou inférieure, parce qu'il faut dire que la chaire UNESCO ne se limite pas seulement
au LMD, licence, master, doctorat, mais aussi la chaire UNESCO s'intéresse à ceux qui sont même parfois non scolarisés, parce qu'il faut les amener à s'autonomiser, y compris ceux dits des couches défavorisées. Par exemple, vous avez les handicapés, les sourds-muets, les malentendants. Toutes les personnes vivant avec un handicap. Toutes les personnes vivant avec un handicap, ou alors toutes les personnes vivant dans un milieu dont la capacité d'autonomisation n'est pas évidente. Alors, qu'est-ce qui a milité en faveur du Cameroun? L'accord a été signé par vous et par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. C'était le 8 avril 2023. Qu'est-ce qui a milité en faveur du Cameroun? Alors, il faut partir de ce qui s'est passé au Cameroun déjà, avec cette action de Mme Chantal Biya, qui est la marraine nationale, qui a été d'abord la marraine nationale de l'opération 100 000 femmes. 100 000 femmes. Qui a permis de former 103 350 femmes en 10 ans, et qui est devenue ensuite la marraine nationale de MIGEF 2035, qui a permis aujourd'hui de former 900 000 jeunes enfants et femmes. Vous vous rappelez que le 24 août dernier, à Fumban, nous avons atteint le numéro 900 000 de personnes formées par le programme MIGEF 2035. Donc, la directrice générale de l'UNESCO s'est rendue compte que le Cameroun était un véritable cas d'école en matière de vulgarisation des TIC. Parce que, comme ils l'ont dit, j'ai suivi ça moi-même de mes propres oreilles au siège de l'UNESCO à Paris, qu'il n'y a aucun autre pays au monde qui a connu ce qui s'est passé au Cameroun avec ces grands programmes de formation de masse qui ont bien tenu dans le temps. Et donc, l'UNESCO nous a invités à Paris pour discuter de comment est-ce que nous pouvons mettre à profit l'expertise camerounaise pour l'étendre dans toute l'Afrique centrale, mais avec la particularité que les formations données soient orientées vers l'autonomisation des jeunes et des femmes qui sont la cible de l'UNESCO. Et évidemment, il nous a été demandé de monter un projet de cahier de charges de ce que nous pouvons donner comme perspective pour que cette idéologie de l'UNESCO soit réalisée en Afrique centrale. Et il nous a également été dit que la chaire UNESCO d'Afrique centrale serait cette chaire assez spéciale qui aura une compétence sur une dizaine de pays. Cela veut dire que nous ne restons pas logés dans une institution, dans un pays, mais nous devons étendre l'impact dans toute la sous-région. Et évidemment, le titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO de Mme Chantal Biya, vous imaginez bien qu'il a dû jouer un rôle important parce que Mme Chantal Biya est l'épouse du président de la République du Cameroun. Et vous savez également que le président de la République, son Excellence Paul Biya, son illustre époux, a déjà eu à intervenir plusieurs fois dans des grands sommets de l'UNESCO. Rappelez-vous même déjà qu'en l'an 2000, le président de la République avait déjà, dans un sommet mondial, annoncer que Internet est une chance pour l'Afrique. Pour l'Afrique, oui. Et évidemment, à l'époque, personne ne se doutait de cette... Il a été avant-gardiste. Il a été avant-gardiste, un véritable visionnaire à l'époque. D'ailleurs, on parlait des autoroutes de l'information. Personne ne pouvait imaginer que Internet devait être aujourd'hui au centre de la vie des populations du monde entier. Et d'ailleurs, par la suite, on a vu se rendre avec son illustre épouse au lycée Leclerc et au lycée Bilingue pour s'asseoir devant des ordinateurs, les pianoter devant des élèves étonnés et épatés de voir le chef de l'État et son épouse travaillant devant un ordinateur. Tout cela a dû amener un déclic immense. Et puis par la suite, on a vu que le gouvernement a donné
beaucoup d'importance au développement du numérique. Victoire diplomatique du Cameroun alors. Effectivement. Alors cet intérêt particulier du gouvernement dans le cadre du développement du numérique a fait en sorte que ajouter à cette vulgarisation exceptionnelle des TIC par la formation en informatique dans tout le Cameroun jusqu'au fin fond des villages. Cela donc a fait que le Cameroun puisse remporter cette victoire diplomatique en abritant le siège de cette chaire UNESCO d'Afrique centrale. Et je pense que c'est comme cela que cette chaire UNESCO est arrivée. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement en droit de penser que la chaire UNESCO d'Afrique centrale est une retombée du mandat d'ambassadrice de bonne volonté de Mme Chantal Biya. Et je pense que la situation aujourd'hui que nous vivons au niveau des administrations montre bien que le numérique est au centre de toutes les activités de nos administrations en termes d'arrimage à la modernité. Alors, quelles sont les offres de formation de ces chaires et quelles sont les modalités d'accès? Alors, la chaire UNESCO doit viser essentiellement des thématiques qui découlent directement à des actions d'entrepreneuriat. Il faut dire, par exemple, que nous avons en vue de mettre en place des programmes qui vont donner de l'emphase à l'intelligence artificielle, parce que comme vous le savez aujourd'hui, c'est une thématique qui va produire beaucoup de contenu. Et il faudrait que les populations puissent maîtriser ces contenus, sachent les utiliser, parce que l'intelligence artificielle, telle qu'on la présente aujourd'hui, a des avantages énormes, mais il y a aussi des limites. Un côté pervers. Voilà, il y a aussi ce côté pervers qui sont des limites. Donc, en dehors de ça, il y a la cybersécurité. Nous allons également proposer des programmes pour l'expertise au niveau de la cybersécurité. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'actions de destruction des systèmes d'information de nos administrations et même des systèmes d'information des petites entreprises, des PME. Donc, il faut les protéger. Et puis, il y a également des programmes sur notamment les données. Vous savez, la guerre de demain, c'est ça, la guerre des données. Et il est très, très, très important que nous ayons la possibilité de prioriser le capital humain qui a l'expertise, pour avoir plus d'expertise en termes de protection de données. Alors, bon, qui pourra avoir accès Bon, évidemment, comme je le disais tantôt, la chaire UNESCO est ouverte à tous, d'abord au plan universitaire, au sens strict du terme. Et il y a les titulaires du baccalauréat, les titulaires d'une licence, et puis on pourra étudier pour obtenir des licences, des masters et des doctorats, mais aussi les jeunes et les femmes qui n'ont pas de diplôme, qui sont non scolarisés, les jeunes et les femmes qui ont des diplômes intermédiaires, BPC, probatoire, et autres diplômes professionnels, peuvent également être intéressés par certains programmes qui pourraient leur permettre d'avoir cet avantage de s'autonomiser et de pouvoir vivre de leur travail. Donc, la chaire UNESCO, c'est une institution onusienne qui permet de donner une place à chaque citoyen, quelle que soit la strate où se trouve ce citoyen. Alors, vous avez effectué une visite en Asie, en Europe, principalement en France, en Italie et en Chine, où vous avez signé des accords de partenariat stratégique avec certaines institutions. Le but étant, bien sûr, de créer des laboratoires de haut niveau en Afrique centrale. Michel Renaud-Wanja revient sur cette tournée. Reportage.
Donner une formation efficace à la jeunesse pour qu'elle puisse contribuer au développement est l'une des missions de l'Institut africain d'informatique ainsi que la chaire UNESCO Accès TIC d'Afrique centrale. En vue de renforcer la formation des étudiants, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO Accès TIC d'Afrique centrale, a cliqué sur l'option partenariat. C'est à ce titre que sa visite en Chine au mois de mai lui a permis de signer de nombreux partenariats avec les universités et grandes écoles des villes de Yuanzhou, Pékin et de Shanghai. Mais avant, Armand Claude Abanda avait assisté à la remise des diplômes aux boursiers de l'IAI, pensionnaires de l'Université technologique de Yuanzhou. Toujours au mois de mai du côté de l'Italie, 2 conventions ont été signées entre le titulaire de la chaire UNESCO et le professeur Stefano Ubertini, recteur de la prestigieuse université de Viterbo. Et dans la même veine, nombreuses audiences lui avaient été accordées par les autorités italiennes dans l'optique de la prochaine rentrée académique, le cap mis par Armand Claude Abanda au mois de juin dans les villes de Brest, Nantes et Saint-Étienne, tout comme Paris, ont généré nombreux accords avec en prime la rencontre avec les responsables de l'UNESCO. Pour ces tournées en Asie et en Europe, les résultats obtenus jusqu'ici sont entre autres la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels des universités partenaires de l'IAI, tout comme celle de la chaire UNESCO Accès TIC Afrique centrale, l'accompagnement dans les projets techniques et la mise en place des laboratoires techniques. Faire un peu de benchmarking. Ah oui, effectivement. C'est le cas, par exemple, de la Chine. Nous étions en Chine, nous étions en Italie et en France. C'est les 3 pays qui ont été d'abord ciblés. En Chine, nous avons pu visiter des grandes institutions qui travaillent qui font des recherches sur la robotique, sur l'intelligence artificielle et sur les questions de cybersécurité. Nous avons d'ailleurs pu signer plusieurs conventions. En Italie, nous étions à l'université de Viterbo, où nous avons également signé une convention qui permettra aux jeunes Africains, notamment ceux d'Afrique centrale, de pouvoir obtenir des bourses, notamment pour les doctorants, ou d'avoir dans cette capacité de suivre des formations ciblées de cette université italienne. En France, nous avons pu rencontrer plusieurs universités, à Brest, à Saint-Étienne, à Dijon, à Nantes, à Paris. Et une convention a été signée, notamment celle de l'École nationale d'ingénieurs de Brest, qui va pouvoir accompagner le conseil pédagogique de la chaire UNESCO d'Afrique centrale à mettre en place des programmes de haut niveau. Parce qu'il s'agit de prôner l'excellence. Parce que quand on parle de chaire UNESCO, il s'agit de prôner l'excellence. On parle de partenariat stratégique et institutionnel pour l'accès des jeunes et des femmes au TIC en Afrique centrale. Pourquoi les jeunes et les femmes? Alors, je pense que la réponse que je peux vous donner, c'est simplement que les jeunes et les femmes, selon ce que j'ai compris au niveau de l'UNESCO, sont de véritables acteurs pour développer le tissu économique dans un pays ou dans une sous-région ou dans un continent. Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui, surtout en matière de PME, sont tenues par des jeunes et des femmes. Notamment par des jeunes. Le second volet de genre, les femmes, je pense, s'oriente un peu plus vers l'habitude qu'on a de voir que les femmes dans des programmes onusiens ont une certaine priorité. Lorsqu'il y a des programmes qui sont mis en place pour essayer de diminuer cette fracture
entre l'homme et la femme, on a l'habitude souvent de voir que les femmes ont un certain nombre de privilèges pour pouvoir avoir accès à certains programmes. Donc, l'UNESCO, la direction générale de l'UNESCO a choisi comme cible les femmes et les jeunes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que les femmes et les jeunes qu'il faudra former pour autonomiser. On peut former également les personnes du troisième âge, les adultes du second âge, et faire en sorte que ces personnes qui sont jeunes dans leur tête puissent apporter un plus dans la production des richesses grâce au TIC. Vous avez engagé également une tournée en Afrique centrale. Vous étiez par exemple au Congo, où vous avez pu signer un accord avec le PREFSEMAT. Vous avez également pu rencontrer le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Michel Renaud-Anja nous en dit plus. Renforcer les actions de la chaire UNESCO Accès TIC Afrique centrale est le sens de l'audience accordée à Armand Claude Abanda, titulaire de cette chaire par Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des PME et de l'artisanat du Congo. Les échanges ici ont porté sur l'autonomisation des artisans par les TIC. L'artisanat au plan purement traditionnel, il faut le moderniser. J'ai été très aise d'entendre Mme la ministre parler de la galerie numérique. Sur instruction du président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, le Camerounais Dieudonné Vumoku, le titulaire de la chaire UNESCO, a également été reçu par Laurent Blaise Tago, coordonnateur général des services de la BDEAC. Armand Claude Abanda a aussi échangé avec Mariano Vallo de Campo, chef de projet Relief à l'Institut européen de coopération et de développement. Retour sur ce plateau, nous recevons le représentant résident de l'IAI Cameroun qui est par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO en Afrique centrale. C'est surtout sous cette casquette-là que nous avons abordé la première partie de cette édition des questions économiques. Maintenant, je voudrais que nous abordions la deuxième partie qui porte sur l'économie numérique. De manière générale, pourquoi dit-on que l'économie numérique est une opportunité pour l'Afrique? Pourquoi dit-on que c'est une niche d'opportunité de manière générale? Alors, l'économie numérique, comme vous le savez aujourd'hui, a beaucoup de succès en matière d'entrepreneuriat. Vous savez, quand je regarde simplement le domaine du marketing, avant le marketing se faisait... je ne vais pas dire de façon artisanale, mais avec un clic, vous pouvez atteindre des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Alors que sans cet environnement digital, il fallait beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour pouvoir atteindre seulement 5000 personnes. Donc là, c'est déjà quelque chose d'important. Alors vous allez voir un jeune qui commercialise des vêtements, des chaussures par Internet. Et ceux qui gagnent, parfois, représentent des sommes énormes à cause de ce que la plupart des utilisateurs ou alors des potentiels clients ont toujours leur téléphone. Et lorsqu'ils ont donc cette capacité d'avoir accès aux produits par un jeune qui fait de la vente en ligne, ça va être facile pour lui d'avoir ces produits-là. Et donc, le jeune en question n'a pas besoin de louer un local pour... il peut le faire étant chez lui. Il le fait étant chez lui. Parfois, ils ont juste un téléphone. Hein. Tout se fait sur un téléphone. Et il peut gagner de l'argent. Il peut gagner beaucoup d'argent de cette façon-là. Vous avez également ceux qui sont dans l'agriculture. Ceux qui cultivent la tomate. Des produits maraîchers qui périssent souvent un peu rapidement. Alors, cela, c'est assez délicat parce que si je suis
producteur de tomates et je sais que dans un mois, je vais produire 2 tonnes de tomates, il vaut mieux que je commence à envoyer cette information dans les différentes plateformes pour que les potentiels acheteurs viennent l'acheter souvent au prix fort. Parce que parfois, ce sont des industriels, ce sont des personnes qui achètent en grande quantité. Alors que si vous n'avez pas utilisé le digital, alors vous allez attendre la fin de la production pour transporter votre tomate en ville. Et si même parfois les conditions de transport ne sont pas évidentes, vous allez perdre d'abord une quantité de tomates qui va commencer à pourrir dans le champ. Et lorsque vous allez en ville, le temps que la clientèle potentielle puisse voir votre produit, vous avez une autre quantité qui pourrit. Et donc, vous allez peut-être vendre 2 tiers ou la moitié de votre produit. Et donc, vous comprenez qu'il y a moins d'argent à gagner quand on n'utilise pas ces réseaux sociaux. Et pourtant, lorsque vous vendez votre tomate au plus fort, vous avez donc la possibilité d'avoir plus d'argent et peut-être même la capacité de louer du terrain pour produire plus encore la prochaine fois. Et c'est tout cela qui amène donc les jeunes à être plus autonomes. Donc là, ce n'est que des cas pour... Justement, je voudrais qu'on s'arrête sur certains métiers qui rentrent dans le champ de l'économie numérique et qui sont, on va dire, des métiers innovants. C'est le cas, par exemple, de l'intelligence artificielle dont vous avez parlé il y a quelques instants. C'est le cas de la protection des données. C'est le cas des community management. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, pour le cas de l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous savez que les métiers comme la santé, l'agriculture et bien d'autres en profitent énormément. Par exemple, sur le plan agricole, vous savez qu'un agriculteur aujourd'hui peut avoir facilement des prévisions sur la capacité d'augmenter sa production selon tel climat, selon des capteurs qui peuvent détecter un certain nombre d'éléments pris, par exemple, dans une mode de terre. Donc, et ça permet d'optimiser la production. Et là, c'est vraiment un exemple que je peux donner comme cela. Et au niveau de la santé, vous avez aujourd'hui des robots qui procèdent à des opérations avec une précision légendaire. Or, vous savez que parfois, il y a l'erreur humaine peut amener des mauvais résultats qui parfois créent des drames familiaux. Bon, évidemment, comme je disais, il y a le côté aussi, il y a des limites aussi à cela. Il y a des robots, par exemple, sur le plan, par exemple, de la restauration. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des robots qui peuvent vous servir votre repas. Alors, si vous voulez manger tel ou tel repas, ils vous demandent vous avez combien de temps pour manger. Alors, si vous dites 20 minutes, il peut vous dire dès le départ qu'il vous apporte ce plat que vous avez choisi dans 7 minutes. Et 7 minutes après, vous avez votre repas. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent amener cette transformation de la société permettant de gagner plus de temps, de perdre moins d'argent. Et bon, malheureusement, là aussi, l'intelligence artificielle peut diminuer quelques emplois à certains niveaux, mais cette insuffisance peut être rattrapée ailleurs. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent par cet environnement digital. Donc, l'intelligence artificielle apporte un certain nombre de facilités à la vie courante. Maintenant, en ce qui concerne le community management, par exemple, vous savez que il s'agit là souvent de la protection d'une marque, c'est-à-dire qu'en fait, les acteurs de cette technologie permettent souvent
d'exploiter les données pour mettre à la disposition de l'utilisateur à travers les réseaux sociaux un certain nombre de signaux forts qui leur permettent d'être captivés par ce qui est produit par la marque. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très, très important. Et en matière de données, c'est très important aujourd'hui vraiment de développer l'expertise sur la protection des données avec tout ce qu'il y a comme impact négatif sur la protection de ces données. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à former des experts en sécurité des systèmes numériques pour que les différents systèmes d'information puissent être protégés. D'ailleurs, moi je recommande particulièrement à nos administrations d'avoir chacun un certain nombre d'experts chargés spécialement de protéger les données dans les différents systèmes d'information. Parce qu'en réalité, si on ne le fait pas, on risque de se retrouver un jour bloqué par une cyberattaque qui peut arriver à tout moment parce qu'on ne peut pas savoir quand ça vient. Et justement, vous le disiez à l'entame de cette édition des questions économiques, ce sont des métiers que vous pourrez lancer à travers des formations dans la chaire UNESCO. Alors, je voudrais justement que nous repartions sur le terrain, précisément au Tchad, où vous avez rencontré le Premier ministre, mais également vous avez pu rencontrer, signer des accords pour que la chaire UNESCO puisse avoir des représentations nationales dans différents pays, principalement au Tchad. Et j'imagine que là-bas également, vous avez vanté ces différentes formations qu'offre la chaire UNESCO. Nous repartons donc sur le terrain avec Lorraine Sangwa, et précisément en N'Djamena, au Tchad. Former 2 millions de personnes en 4 ans est l'objectif fixé par la chaire UNESCO TIC Afrique centrale au Tchad. Le vœu des autorités de ces pays vient d'être matérialisé par la signature d'une convention avec le docteur Michel Boga, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, ainsi que la convention signée entre Armand Claude Abanda et le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique. Pour cette visite de travail, Armand Claude Abanda s'est également entretenu avec les responsables de l'université HEC Tchad, rencontre soldée par une autre convention. Nous sommes convaincus que la signature de cette convention entre nos deux institutions permettra à nos étudiants et enseignants-chercheurs d'avoir facilement accès aux technologies de l'information et de communication en Afrique centrale. Ces actions de promotion des TIC participent également au renforcement des relations entre le Cameroun et le Tchad. Alors, est-ce que vous avez pu observer dans ces différents pays, on était déjà au Congo, tout à l'heure nous étions au Tchad, est-ce qu'il y a un certain engouement, une certaine réceptivité de la part des décideurs africains quant à cette chaire de l'UNESCO? Alors, l'engouement est très très fort d'ailleurs. Je dois vous dire qu'au Congo, par exemple, nous avons signé déjà une convention avec l'université Denis Sassou Nguesso. L'objectif étant que l'université Denis Sassou Nguesso abrite la représentation nationale de la chaire UNESCO d'Afrique centrale pour le Congo. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien acté. L'université Denis Sassou Nguesso, c'est un véritable joyau universitaire. Je pense que c'est l'un des campus les plus grands au niveau de la sous-région. La chaire UNESCO va leur apporter un plus en termes d'ouverture vers les autres pays d'Afrique centrale. D'ailleurs, vous savez que le président Denis Sassou Nguesso voudrait que cette université s'oriente plus vers une stature d'université panafricaine au vu de sa dimension, ce qui est une très bonne chose. Nous avons également vu l'engouement qu'il y a eu au niveau du PREF-CEMAC, son Excellence le professeur Michel Djinawembu, a bien voulu que nous puissions signer une convention avec le PREF-CEMAC pour booster l'intérêt sur le capital humain en matière technologique. Comme vous le savez,
le PREF CEMAC réalise déjà beaucoup d'actions sur la construction des routes, des bâtiments. Mais en dehors de ces éléments infrastructurels, ils ont pensé aussi au capital humain. Et c'est comme cela que nous avons pensé mettre en place avec eux un protocole d'accord pour former quelques millions de personnes. Nous allons revenir, si vous permettez, nous allons revenir sur cet accord spécifique avec le PREF CEMAC. Je voudrais que nous continuions de parler de l'économie numérique. Vous avez vanté tous ces atouts, mais pour cela, il faut quand même un réseau de qualité, j'ai envie de dire, impeccable. Et parfois, c'est ce qui manque à l'Afrique centrale. Bon, bien sûr, si nous voulons avoir un bon environnement qui nous permet de profiter au maximum des outils numériques, il faut forcément qu'il y ait plus d'actions pour donner aux infrastructures un nouvel élan, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des infrastructures qui ont un meilleur potentiel pour distribuer Internet de meilleure qualité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment au Cameroun, comme vous le voyez bien. Le niveau d'utilisation d'Internet que nous avons aujourd'hui n'est pas celui d'il y a quelques années. Tout à fait. Donc, ça avance et c'est pareil dans pratiquement tous les pays d'Afrique centrale, notamment ceux que j'ai pu visiter dans le cadre de cette chaire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et je pense qu'il faudrait, et c'est là où nous pouvons, nous en tant que chaire UNESCO, nous pouvons aussi aider les pouvoirs publics au plan notamment du savoir-faire, former un maximum d'expertise pour exploiter au mieux les potentialités infrastructurelles. Parce que parfois, dans certains pays, ce n'est pas les infrastructures qui manquent, mais c'est le capital humain pour optimiser l'exploitation de ces infrastructures qui fait problème. À ce niveau, donc, nous avons effectivement pensé à mettre en place un master et une licence en système et réseau qui permettront donc effectivement d'avoir des jeunes, n'est-ce pas, qui ont la possibilité vraiment de maîtriser avec les technologies de dernier cri cet environnement infrastructurel qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources Internet. Donc, pour revenir à l'économie numérique, c'est vrai que les deux sujets sont liés, mais je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que le Cameroun peut suivre cette dynamique mondiale considérée aujourd'hui comme la 4e révolution industrielle? Est-ce que nous pouvons suivre cette dynamique? Si oui, à quelles conditions? Le Cameroun est sur cette voie. Mais surtout, nous devons, dans nos pays africains, éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'il faut absolument former les populations, notamment ceux qui sont dans la population active, c'est-à-dire qui réalisent qui ont un métier et qui ont besoin justement d'avoir cette expertise digitale pour optimiser leur production. Donc, si les gens ne sont pas formés, ça va être difficile. Je prends l'exemple encore, j'aime bien prendre cet exemple, l'exemple de la télédéclaration des impôts, qui est un bel outil qui permet de déclarer les impôts à distance à partir d'un seul clic. Alors, imaginez un peu le temps qu'on gagne. L'argent qu'on gagne, parce que pour aller chercher un centre des impôts, il faut perdre de l'argent pour payer le carburant, le taxi, on perd un peu de temps, on rencontre aussi, c'est aussi le lieu de rencontre entre l'usager et l'agent public qui parfois aboutissent à des tendances à la corruption. Donc il y a beaucoup de pertes en allant vers les centres des impôts. Donc, mais si les gens ne savent pas utiliser l'outil informatique, ils vont refuser d'utiliser cette application. Donc, la formation doit être au cœur, la formation de tous doit être au cœur de l'action digitale. Parce que si les gens ne sont pas formés,
franchement, qui va utiliser ces grosses applications qui seront mises en place pour digitaliser l'administration? Et c'est le cas, par exemple, vous voyez des cas comme MIGEF 2035. Nous avons aujourd'hui, avec l'opération 100 000 femmes, plus d'1 million de personnes formées. C'est déjà bien, mais c'est comme une goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne suffit pas. Il faut encourager toutes les initiatives qui peuvent apporter leur contribution dans les formations de masse. Parce que si on ne le fait pas, on va procéder à de gros investissements qui ne vont servir à rien. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la formation. Et il y en a qui se sont déjà formés, il y a des jeunes qui se sont déjà formés, qui sont plutôt bien formés. C'est des jeunes Camerounais qui se sont déjà démarqués dans le domaine de l'économie numérique. C'est le cas, par exemple, de Yannick Edouard Mkongo, qui est ingénieur informaticien camerounais donc, et qui est concepteur d'une main bionique destinée à aider les personnes qui ont perdu leur membre supérieur. Il y en a comme ça, je ne vais pas dire des tonnes, mais il y a un certain nombre de jeunes qui se sont déjà démarqués dans ce domaine-là. Alors, est-ce que des mesures sont prises pour accompagner de tels prodiges, pour accompagner ces prodiges qui innovent déjà? Oui, qu'est-ce qu'ils vous disent, puisque vous en formez depuis quelques années déjà? On a des étudiants qui vont... Vous voyez, le plan triennal jeune a déjà eu accompagné un certain nombre d'étudiants qui ont inventé certaines machines ou alors des applications qui marchent bien. Il y a des jeunes qui ont des idées vraiment innovantes. Je vois il y a quelques jours un jeune étudiant de l'IAI qui a réalisé l'application Bonjour Monsieur le Bailleur. C'est une application, franchement, elle est très amusante et très efficace parce que si vous avez un problème vous cherchez une maison, vous allez sur cette application, vous tapez simplement Bonjour Monsieur le Bailleur et puis vous avez toutes sortes d'opportunités que vous pouvez négocier en ligne. Donc ça, c'est vraiment des exemples qui montrent qu'il y a des jeunes qui sont capables de faire. Je vois aussi au niveau du ministère des Postes et Télécommunications des programmes qui sont adressés, qui sont réservés à ces jeunes inventeurs, les start-upers qui ont des entreprises. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Et je peux également proposer que dans des écoles de formation, qu'on puisse avoir une politique de mise en place d'incubateurs dans chaque école de formation. Alors, les incubateurs auront cette utilité d'accompagner ceux des étudiants qui ont le génie créatif permettant de réaliser un certain nombre d'initiatives technologiques, mais qui n'ont pas les moyens de faire. Donc, je pense que les choses devraient peut-être aller dans ce sens. Quand on parle d'incubation, c'est à la fin de l'incubation, des moyens pour pouvoir s'autonomiser, mais surtout pour pouvoir produire peut-être en quantité. Donc, en fait, ces moyens peuvent être simplement des moyens didactiques, comme ça peut être des moyens financiers. Donc, il y a plusieurs façons de concevoir des incubateurs pour qu'ils puissent accompagner au mieux les jeunes. Évidemment, il y a des cas où on donne un financement à un jeune, mais il ne réalise pas ce pourquoi il a reçu l'argent. Donc, cela veut dire qu'on peut aussi utiliser une méthode hybride. On coupe la poire en deux, on donne une partie en numéraire et une partie sous forme didactique. Ou alors, si vous avez besoin d'un ordinateur et d'une imprimante pour monter votre petite entreprise, on vous donne une imprimante et un ordinateur pour démarrer le projet. Et après, vous saurez soit comment rentabiliser votre production et payer le crédit, soit rentabiliser la production. Et si c'est un don, cela vous permet d'aller un peu plus vite pour gagner un peu plus. Alors, je voudrais qu'on revienne, si vous le permettez, sur l'accord que vous avez signé avec le PREF-CEMAC. C'est vrai que vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Ce partenariat permettra, par exemple, de proposer un projet de formation de 10 millions de jeunes et de femmes sur 10 ans dans les pays de la CEMAC. J'imagine que c'est une information
capitale pour les jeunes et les femmes qui nous écoutent et qui certainement veulent maintenant savoir quel sera le contenu de cette formation et surtout, qui pourra y prétendre, à quelles conditions. Alors, c'est ce que nous allons proposer au PREF-CEMAC. Donc, on n'a pas encore acté le chiffre 10 millions en zone CEMAC, mais c'est ce que nous comptons présenter à la CEMAC. L'objectif étant, on va dire, d'accompagner la CEMAC dans cette optique d'améliorer le capital humain de façon à ce qu'il soit en quantité et en qualité l'un des meilleurs d'Afrique et pourquoi pas du monde. Aujourd'hui, avec l'économie numérique, avec notre environnement digital, il suffit d'avoir un cerveau et un ordinateur. On n'a plus besoin d'avoir des grands moyens pour faire la différence avec les autres. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas un cerveau de blanc, de rouge, de jaune. Il y a un cerveau humain. Et même si vous n'avez pas un ordinateur, même un téléphone portable aujourd'hui contient des fonctions qu'il y a dans un ordinateur pour pouvoir même réaliser un certain nombre d'exploitations, de programmes pour les besoins marketing, pour les besoins commerciaux, les besoins de production agricole, etc. Donc, il est très important vraiment que les programmes soient construits de façon à ce qu'ils correspondent aux besoins réels de la société. Et c'est en cela que la chaire UNESCO va travailler avec le PREF-CEMAC pour que le capital humain qui sera formé puisse être bien outillé de façon à optimiser l'exploitation des infrastructures qui sont mises en place. Et même, il faut le dire, pourquoi pas innover pour que plus tard les infrastructures mises en place puissent être rénovées avec des technologies nouvelles qui seront inventées par ces jeunes qui seront formés. Monsieur le représentant résident de l'IAI, titulaire de la chaire de l'UNESCO, nous sommes parvenus au terme de cette édition des questions économiques. Mais avant de nous quitter, je voudrais quand même que vous nous disiez quelles sont les perspectives pour cette chaire. Alors, l'objectif de la chaire UNESCO, c'est franchement d'impacter l'ensemble de la dizaine de pays d'Afrique centrale. Donc, nous allons aller étape par étape. La première étape sera de cibler d'abord les pays de la zone CEMAC. Lorsque la machine tournera bien, nous allons continuer à aller vers les autres pays de cette sous-région, notamment l'Angola, la RDC, etc., de façon à faire en sorte que une grande majorité des jeunes que nous aurons formés soient autonomes par les TIC. Parce que l'objectif n'est plus de former pour former, mais c'est de former pour autonomiser. Et donc, il y aura des campagnes d'évaluation permettant de voir dans chaque pays que sur X personnes formées, quel est le pourcentage de personnes autonomisées. Et évidemment, il faudra définir c'est quoi le niveau d'autonomisation par formation. Donc tout cela est en train d'être mis en place par des experts qui sont en train de travailler en ce moment pour que, au terme du processus que nous allons mettre en place au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on puisse commencer à mesurer les résultats de ce travail et pour que l'UNESCO, qui utilise aujourd'hui les chaires UNESCO comme un levier d'accomplissement de cet essor socio-économique pour une meilleure vie des populations, puisse être effectivement un succès. Et je voudrais encore une fois, pour terminer, remercier le président de la République, le président Paul Biya, qui évidemment n'a cessé de soutenir les actions d'arrimage
à la modernité par la vulgarisation de la formation de l'IAI, et son illustre épouse, qui est la marraine nationale de nos projets sociaux. N'oubliez pas que l'IAI est un don, le campus de l'IAI est un don du chef de l'État, qui porte d'ailleurs son prestigieux nom, c'est le Centre d'excellence technologique Paul Biya. Donc, alors tout cela montre la volonté politique présidentielle qui a amené l'ensemble de la population à s'intéresser au digital. Et n'oublions pas que le chef de l'État avait dit dans un de ses discours à la jeunesse que le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Merci, Monsieur Armand Claude Abanda, d'avoir accepté notre invité ce soir. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition des questions économiques. Nous avons parlé de la chaire UNESCO, partenariat stratégique et institutionnel pour l'accès des jeunes et des femmes au TIC en Afrique centrale. Nous en savons donc un peu plus, tout comme nous en savons un peu plus sur le rôle que l'économie numérique peut jouer dans le développement de l'Afrique et partant le développement du Cameroun. Madame, Monsieur, on l'a dit, c'est la fin de cette édition des questions économiques. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur ces mêmes antennes.